Voilà, Windflow qu'on vient de découvrir hein, grâce à Juliane Antoine. Je me tourne vers vous, Stéphanie. Donc, et Technip, Vertiwind, la différence, parce que vous disiez finalement, vous êtes dans la concurrence, mais pas vraiment dans la concurrence. L'important, c'est qu'on soit là, qu'on soit présent, les Français, sur ces technologies. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans les trois approches qui ont été présentées tout à l'heure, donc Ideol, le projet Windflow et celle de Technip, c'est chacun a une petite particularité, c'est qu'en fait, dans l'éolien flottant, vous avez soit, dans l'idée, vous partez sur une éolienne classique et puis vous avez un flotteur qui vraiment compense et fait comme si l'éolienne n'était pas flottante, en fait. Et donc ça, c'est l'approche Ideol et c'est l'approche qui a été développée sur le projet iWind, donc avec une éolienne classique et un très gros flotteur et qui compense. Vous avez ensuite une approche un peu intermédiaire où l'éolienne est autant que possible adaptée, avec un flotteur aussi qui fait un peu le métier, comme on dit, mais avec un peu d'adaptation. Et puis une approche un peu plus en rupture, qui est l'approche Vertiwind, où là, carrément, on va faire descendre le centre de gravité de la machine, donc, puisque là, au lieu de tourner dans l'axe horizontal, donc en parallèle hein, avec la mer, ça tourne un peu comme un tourniquet d'enfant, hein, donc autour sur un axe vertical. Et donc on abaisse très fortement le centre de gravité, ce qui permet de réduire, bien sûr, la taille de la bouée, bien sûr, de sympathique. Hein. Donc il est préférable aussi d'avoir un accès facile. Et c'est ce que permet aussi la machine de Vertiwind. Dominique Pialot. Mais est-ce que vous pensez que les trois solutions technologiques s'adaptent en fait à des configurations différentes, ou est-ce que vous pensez, et d'ailleurs c'est aussi une question pour Monsieur Péladan, est-ce que quand vous disiez que c'était intéressant d'avoir finalement une concurrence franco-française qui s'organisait pour être sûr d'avoir un Français ou des Français à l'arrivée sur la scène internationale, est-ce que vous pensez qu'il y a une technologie qui va sortir gagnante, ou est-ce qu'il y aurait de la place, le cas échéant, pour plusieurs Stéphanie, il y aura forcément plusieurs machines, mais disons ou plusieurs technologies disponibles, mais c'est sûr que j'aurais tendance à croire quand même qu'il y en aura peut-être quelques-unes qui seront un peu plus pertinentes que d'autres, et en tout cas c'est le pari nous qu'on fait avec le développement de Nénuphar, qui est quand même très particulière. C'est sûr que si vous prenez des démarches un peu plus classiques, type iWind ou Ideol, ou finalement, ce sont des machines classiques. Vous aurez donc quelque part des machines de l'un ou de l'autre des fournisseurs, et puis avec un flotteur. Et donc là, quelque part, il y aura une compétition pleine et entière entre les développeurs de technologie. Sur Nénuphar, le pari... On fait une rupture technologique. C'est une rupture technologique. Et donc, quelque part, voilà, on fait le pari qu'on a une machine qui est beaucoup plus adaptée que celle des autres à un environnement marin qui est particulièrement agressif, qui permet la gîte, qui permet un accès grandement facilité, qui a un tirant d'eau extrêmement limité. Pour vous donner juste quelques ordres de grandeur, sur la machine de iWind, on a un tirant d'eau de 100 mètres, hein, une bouée qui fait 100 mètres de long. Dans le cas de Vertiwind, on a un tirant d'eau. Et la question de la profondeur, parce que de 8 à 9 mètres. Jusqu'où on peut aller comme ça, c'est un peu difficile. J'ai envie de vous dire qu'effectivement, Technip a quelque part un peu d'avance, puisqu'on a réalisé pour de vrai, j'ai envie de dire, la première machine au monde, et on l'a installée par 220 mètres de fond. Donc, vous voyez, quelque part, la limite, et on peut aller encore un peu plus loin. Les technologies pétrolières, aujourd'hui, on installe des plateformes flottantes par 1000, 2000, 3000 mètres de fond. Et donc, pour nous, c'est presque moins c'est profond, quelque part, peut-être, enfin, si je force un peu le trait, plus. Mais dans une certaine mesure, quand on commence à toucher les 40 mètres, ça commence à devenir un petit peu trop compliqué, quoi. Hein. Vaut mieux rester au moins après 40 mètres. 220 mètres, c'est pas un souci. Après, d'un point de vue technique, j'entends. Par contre, évidemment, d'un point de vue économique, c'est autre chose. Je me permets aussi de revenir sur votre discours tout à l'heure au début sur le raccordement. Alors, il faut se méfier, c'est-à-dire que la distance à la côte ne signifie pas obligatoirement une grande profondeur. Si vous prenez les champs éoliens offshore en Allemagne ou les champs éoliens offshore, les grands champs éoliens offshore qui vont avoir lieu en Grande-Bretagne, certains sont très loin des côtes. Par contre, la mer du Nord a cette particularité d'avoir un plateau et les fonds ne sont pas très profonds. Donc à 100 km des côtes en Allemagne, vous avez 25 mètres de profondeur. Donc ils ont la chance de pouvoir construire peu profond et de ne pas avoir la nuisance entre guillemets visible. Il y a des régions en France, et terminé après, on va faire il y a des régions en France à l'inverse. Vous prenez donc la Méditerranée qui a été citée tout à l'heure, même très près des côtes, vous avez tout de suite des très grandes profondeurs.
Par contre, évidemment, on va chercher à éviter ou à limiter autant que possible la nuisance visible, mais ça ne veut pas dire qu'on sera nécessairement beaucoup plus loin. Je vais vous donner juste un tout petit exemple. Le projet que vous avez cité tout à l'heure, qui était, donc, comme l'a annoncé M. Gédrec, effectivement, le projet, le financement européen qui va permettre de financer le premier pilote ou la première ferme éolienne flottante au monde, et donc en France, du côté de Fos-sur-Mer, elle va se situer de l'ordre de 20 km des côtes. Les projets qui ont été attribués, les zones qui ont été attribuées lors du premier appel d'offres éolien offshore français, fixe, j'entends un, éolien fixe, ils étaient dans les mêmes ordres de grandeur, entre 15 et 20 km des côtes. Vous prenez le projet de Saint-Brieuc-d'Elmarine, il est dans ces zones-là. Juste VertiWind, c'est pour quand? Juste avant de donner donc on est dans une phase de développement de technologie jusqu'en 2015, et puis ensuite, derrière, c'est 2016-2017, où on a été, enfin EDF-EN qui portait en fait le projet, on a été lauréat donc d'une nouvelle subvention de l'ordre de 39 millions d'euros portée potentiellement acquise par EDF, et donc pour nous c'est vraiment une locomotive très importante, et donc on espère bien. Avec une ferme de 13 éoliennes. De 13 éoliennes, c'est quand même... Jean-Guillaume Péladan, pour qu'il y ait le mot de la fin aussi, parce que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu sur ces projets éoliens offshore, sur le coût aussi qu'on a plus ou moins abordé aussi, qui est une question qui vient encore. Alors, la discussion qu'on a eue illustre très bien la matière dont on est en train de parler. En fait, il y a deux solutions qui apparaissent concurrentes de loin. Lorsqu'on regarde de près, on voit qu'elles ont des avantages différents dans un contexte différent. Donc à la fin de la partie de Go, si vous voulez, ça sera comme dans une partie de Go où vous avez un peu plus de pierres blanches et de pierres noires. Il y aura sûrement un marché pour les deux parce qu'elles n'ont pas les mêmes forces aux mêmes endroits. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité les financer les deux. Et on voit apparaître ce genre de choix de technologies proches dans d'autres domaines qui sont jugés stratégiques. C'est le cas de l'hydrolien, on finance des projets qui pourraient apparaître comme concurrents. C'est le cas du photovoltaïque à haute concentration. Et pour l'instant, ce que l'on voit des convergences technologiques sur les projets nous montre que pour l'instant, on a plutôt raison de maximiser les chances d'arriver à avoir une solution qui aura une plus grande part. Alors c'est ce qu'on va découvrir semaine après semaine à travers des témoignages, des reportages, des entreprises qui viendront. La semaine prochaine, on parlera de véhicules décarbonés, donc on aura des illustrations aussi en la matière, et c'est vrai que voilà, ça donne aussi de la dynamique, et comme vous dites, il y a plusieurs projets, c'est pas nécessairement de la concurrence, au contraire, c'est pour être là, pour être présent, et pour être présent en France. Et il y a vraiment une idée forte, c'est qu'il n'y a pas une solution. Ce seront des mix de solutions. C'est comme le mix énergétique. C'est comme sur les véhicules dont on parlera, il n'y a pas une solution, c'est pas le véhicule thermique ou le véhicule électrique. On est là pour construire un avenir qui sera multiforme, avec des solutions qui correspondront à chacune des applications des citoyens. Donc rendez-vous la semaine prochaine, c'est déjà la fin de Green Business. Merci et très bon week-end sur BFM Business.